Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis d'être là pour vous parler du sujet de l'épanouissement des professionnels de santé. On va essayer de vous partager un peu cette histoire qui nous a unis ici aujourd'hui tous les trois. On va commencer peut-être à se présenter pour que vous puissiez un petit peu plus nous identifier. Donc moi je m'appelle Marilyn, j'ai un double parcours de patiente puisque je suis née avec un handicap de naissance et aussi un parcours professionnel puisque je suis infirmière de formation et aujourd'hui responsable du partenariat patient, de cette participation de l'expérience au service du système de santé. Bonjour, donc moi je suis... Vous m'entendez bien? Non? Là c'est mieux. Ah oui, oh là. Donc moi c'est Christian Pradier, moi je suis médecin, je suis professeur de santé publique à l'Université Côte d'Azur et je dirige le département de santé publique qui est situé au CHU de Nice. Et moi, je m'appelle Teresa Valderas. Je suis chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail. Je travaille à l'Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Et je suis également membre de la chaire de recherche valeurs du soin à Lyon également. Donc je vais commencer donc la première intervention en fait. Et donc moi je voudrais revenir sur les fondamentaux en quelque sorte, c'est-à-dire quand on parle de santé des professionnels de santé, qu'est-ce qu'on entend par le mot santé en fait? C'est revenir un petit peu sur la définition de la santé. Et vous savez qu'il y a une définition en France qui est probablement la plus répandue, et notamment dans les facultés de médecine, que la santé, c'est l'absence de maladie diagnostiquée. C'est assez simple. Il n'y a pas de maladie diagnostiquée, vous êtes en bonne santé. Vous avez une maladie, vous n'êtes pas en bonne santé. Alors on sait que cette définition-là, elle est un peu réductrice, un peu beaucoup même. Et vous savez qu'il y a aussi d'autres définitions qui existent. Et là, donc, la plus connue, c'est celle de l'OMS de 1946 qui dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, elle est intéressante parce qu'elle va un petit peu plus loin que le somatique. On parle d'état de santé psychique et aussi social. Mais c'est un peu utopique. C'est-à-dire c'est des états qu'on aimerait atteindre. Mais on sait que la vie fait que, en fait, on n'est pas toujours dans un état complet. On aimerait bien atteindre cet état-là et puis y rester toute sa vie, en fait. Mais on sait que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, dans le cadre de la promotion de la santé et d'un document que vous connaissez peut-être, mais que je vous conseille, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de le lire, qui s'appelle la Charte d'Ottawa, on a une définition qui est proposée, qui est la définition de la promotion de la santé, et dans lequel on parle aussi de ce qu'est la santé dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, la santé, elle est présentée comme une richesse, en fait, un capital qu'on a en nous et qui nous permet de réaliser nos objectifs dans la vie, de réaliser nos ambitions, de réaliser nos rôles respectifs dans la vie. Et donc ça c'est vraiment très important parce que du coup, on peut en venir à dire que la santé, finalement, ça permet l'épanouissement de la personne. C'est-à-dire la capacité qu'une personne a à exprimer la totalité de ses potentialités. Vous voyez, vous avez du potentiel, vous avez des idées, vous avez de l'énergie. Et la santé vous permet effectivement de les exprimer. Et donc c'est assez intéressant de le prendre comme ça. Et c'est intéressant du coup de transposer cette définition-là qui est donnée dans le cadre de la promotion de la santé, de la transposer au monde des professionnels de santé, donc au monde du soin. Et de dire finalement, un professionnel de santé en bonne santé, c'est un professionnel de santé qui est épanoui. Et donc là, si on transpose aussi ce que ça veut dire, c'est un soignant, un professionnel qui aime son travail, qui est passionné par son travail, qui est soutenu, qui est dans un environnement qui l'aide. Il est dans une équipe dont il est fier. Vous voyez, donc toutes ces choses qui sont très importantes et qui font que la personne, quand on lui demande comment
comment tu es dans ton travail? Elle dit, ben moi, je m'éclate, par exemple. Moi, c'est génial. Vous voyez, c'est le genre de choses où la personne sent qu'elle elle peut vraiment exprimer toutes ses idées, toutes ses valeurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, toujours en référence à la promotion de la santé, ben c'est bien, mais on sait que ce qui va permettre ça, c'est l'environnement dans lequel travaille la personne. Donc, en promotion de la santé, on parle d'environnement favorable à la santé. Si on le transpose au monde du soin, ben c'est des hôpitaux, des établissements, des équipes de soignants qui créent un environnement qui soit favorable à l'épanouissement. Et donc, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et donc, ça passe par des environnements, effectivement, supportifs. On s'entraide, on aide les gens, on est attentif à l'autre et on va aider les gens aussi dans leur progression professionnelle. Le dernier point que je voudrais donner pour ma partie, c'est que dans la promotion de la santé, il y a un enjeu qui est très important qui s'appelle la participation citoyenne. Donc on dit que le citoyen, toute personne, doit être acteur de sa propre santé. Donc elle doit pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle pense par rapport à des propositions qui peuvent lui être faites sur sa santé. Donc toujours pareil, dans ce jeu de transposition au monde des soignants, alors il faut donner la parole aux soignants. C'est ça que ça veut dire. Donc pour avoir des professionnels épanouis en santé, il faut qu'ils aient le droit à la parole et qu'ils puissent exprimer leurs idées sur comment on peut améliorer l'organisation du service, comment on peut améliorer aussi le bien-être des soignants, et que ce ne soit pas simplement, comme on a dans nos structures, notamment hospitalières, une hiérarchie qui est très verticale, très descendante, dans lequel les gens qui sont à la base, de toute façon personne ne les entend parce que les décisions sont prises en haut. Donc il faut des dispositifs plus modernes qui permettent l'émergence des idées pour les remonter au niveau de la décision et aussi des lignes directrices qui sont données par le ministère, par les directions, donc des lignes descendantes. Mais il faut qu'il y ait un double mouvement, ce qu'on appelle top-down, bottom-up, où les choses montent et descendent et où, en tout cas, la parole de gens qui sont sur le terrain puissent d'abord s'exprimer et ensuite remonter jusqu'au niveau décisionnel pour aider ensuite à la mise en œuvre de ces actions-là. Du coup, moi je me suis intéressée plutôt à... Christine a parlé de la définition de santé. Je me suis intéressée à la définition d'épanouissement. Donc j'ai cherché, j'ai fait ma petite recherche sur le Centre national des ressources textuelles, le CNTR, et j'ai trouvé deux acceptions. Je vais vous les lire. Donc la première, c'est déployer une corolle de fleurs, donc en botanique. Et la deuxième, c'est plutôt dans votre discipline, donc c'est un développement, une ramification en plusieurs branches d'un nerf. Donc dans les deux acceptions, il y a cette notion de déploiement et de développement. Et pour faire allusion à une autre définition de santé, santé globale, il y a la définition de Georges Canguilhem, je ne sais pas si vous connaissez, anthropologue et médecin, philosophe et médecin. Il a plus exercé la philosophie que la médecine, mais il a écrit un ouvrage que je vous recommande fortement qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Et en fait, il dit d'une façon très concrète, je me porte bien. Si on me pose la question, qu'est-ce que vous vous portez bien? Il dit, je me porte bien quand je peux mettre en relation des choses dont le rapport ne viendrait pas sans moi. Je me porte bien quand je peux transformer mon environnement, mettre ma patte. Et je me porte bien aussi quand je suis en capacité d'accepter les responsabilités ou de porter la responsabilité sur mes actes. Donc, il y a cette notion de pouvoir transformer son environnement, de mettre sa patte, en ergonomie aussi, dans les ergodisciplines qui s'intéressent à l'analyse de l'activité, du travail. Je ne sais pas si Yves Clos vous dit quelque chose, il est psychologue du travail, il va dire c'est la possibilité de faire rayonner son activité
c'est d'avoir une capacité à agir qui va transformer les choses au sein de mon équipe, au sein d'une unité, au sein de l'hôpital, au sein même de la société. Donc, ce qu'on porte aussi à l'agence, c'est que le travail, on sait, c'est un facteur de risque. Il y a des pathologies liées au travail, mais le travail est aussi un facteur de santé. Il n'y a qu'à s'intéresser à la santé des personnes qui sont contraintes à ne pas travailler, à la santé des chômeurs. Et en fait, on peut dire aussi que ces environnements capacitants dont Christian parlait, c'est des environnements qui permettent aux individus et aux collectifs de transformer, d'être facteurs de conversion positive pour transformer les capacités que chacun a d'une façon individuelle, singulière, en ce qu'on va appeler capacité ou capacité d'action. On dit aussi que la souffrance au travail, il y a le côté santé physique, mais pour la santé psychique et santé mentale, et on en parle beaucoup à ce moment, c'est même une grande cause nationale. La souffrance, elle est définie aussi comme l'incapacité à agir et à justement à pouvoir faire le travail comme on le conçoit, l'idéal qu'on a de travail, l'idéal de soins aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis entourée de soignants, moi je ne le suis pas, mais si on s'intéresse, il y a beaucoup de philosophes aussi qui s'intéressent au travail de soins. Soigner, c'est dur, c'est difficile, c'est une activité pour laquelle c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on fait bien. Des fois, il n'y a pas les résultats qu'on attend, donc on va dire que c'est une science, mais c'est un art aussi. Et c'est peut-être l'art de mettre la science pour résoudre une situation très singulière, sur laquelle des fois, on peut pas, ou on n'atteint pas les résultats que vous aviez imaginé dans cet idéal de travail. Donc, je fais le lien avec ce que Christian vient de dire aussi sur l'importance de pouvoir dire et pouvoir s'exprimer sur ce qui fait, sur ce qu'est un bon soin, l'acte, je vais dire, pas le soin, mais sur l'acte, sur la possibilité de le faire en équipe, de le faire avec les autres, et de pouvoir ensuite modifier peut-être une partie de son propre environnement. On parle beaucoup aussi ou en tout cas moi je l'entends de plus en plus, de la notion de pouvoir d'agir et du développement du pouvoir d'agir. On parlait juste avant, quand on préparait un petit peu avec Marilyn et Christian, on parlait de l'importance d'avoir ces temps pour pouvoir raconter. On parlait même de la médecine narrative, et dans le pouvoir d'agir, il y a 3 notions. C'est le pouvoir dire, donc pouvoir s'exprimer, pouvoir se raconter, parce que je vis une situation singulière, on ne vit pas tous, il ne faut pas oublier quand même au travail, on a chacun un rapport différent, donc il y a une certaine subjectivité. Et il y a aussi la notion de pouvoir faire, donc dire, se raconter et faire, c'est ça aussi le pouvoir d'agir, dans des environnements qui permettent de le faire. Donc il y a des environnements très capacitants, qui permettent justement de pouvoir grandir, se déployer, et à d'autres qui vont être incapacitants ou décapacitants, et c'est là où en fait il y a ces situations de souffrance au travail et de dégradation de la santé. Donc voilà, un rapport toujours au travail avec ces balanciers, facteurs de santé et facteurs de risque. Merci. Du coup, il y a beaucoup de choses qui me parlent dans ce qui a été partagé là. Je vais essayer de me raconter, de vous raconter un témoignage qui est le mien, qui est à travers mon histoire, mon parcours de patiente, mais aussi mon parcours de soignante. C'est vrai que la question de l'épanouissement, on se la pose forcément, parce qu'effectivement, l'épanouissement est en lien avec la santé. Ce que j'aimerais pouvoir dire, si je prends
en tant que patiente, je crois qu'on a besoin de l'épanouissement des soignants parce qu'on est conscient que ça a un impact sur les soins qu'on reçoit. J'aimerais aussi essayer d'associer l'épanouissement à un soin. Parce qu'un soignant qui a la capacité de sourire, un soignant qui est bien dans son travail, c'est un soignant qui va apporter un soin, qui va faire du bien à un patient qui a besoin, dans un moment de sa vie compliqué, de pouvoir trouver en face de lui quelqu'un qui pourra lui apporter quelque chose qui lui fait du bien. Je crois vraiment que l'épanouissement, en ce sens, c'est un soin. Et en même temps, c'est communicatif. C'est-à-dire que le patient aussi a besoin de pouvoir s'épanouir dans sa propre santé. Parfois, comme moi, quand on est porteur d'un handicap, on doit apprendre à vivre avec. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas guérir qu'on ne peut pas accéder à la santé, à l'épanouissement d'une autre manière. Et je crois que c'est au travers de cette possibilité de s'épanouir qu'on peut aussi guérir en quelque sorte. Quand j'étais patiente, donc il y avait cette notion dans la relation à l'autre, dans l'épanouissement avec l'autre, qui me paraissait essentielle et c'est ce qui m'a donné envie de devenir à mon tour soignante pour partager ces sourires que j'avais reçus dans mon propre parcours. Et je me suis aussi questionnée sur l'environnement, sur les murs tout simplement. Quand j'allais à l'hôpital, j'ai passé de nombreuses heures, beaucoup de temps, dans ces murs qui parfois étaient tellement trop tristes pour moi, qui manquaient de couleurs, qui manquaient de vie. Et je crois qu'on a tous dans notre environnement à travailler toute cette dynamique en fait, de l'environnement dans ces murs. Parce que l'hôpital, c'est à la fois la santé, la maladie, mais c'est aussi la vie. On y vit aussi à l'hôpital bien souvent. Et donc, c'est très important de pouvoir travailler cette dynamique ensemble. Si maintenant je me place de mon expérience de soignante, puisque je le suis devenue très tôt, en fait déjà dans mon parcours en tant qu'aidante auprès de mes proches, etc. Et puis après en tant que soignante, donc aide-soignante, infirmière, et aujourd'hui encore en travaillant dans un établissement de santé, la question de l'épanouissement, pour moi c'est un enjeu essentiel parce que c'est ça qui fait que j'arrive à tenir dans le temps. À ne pas m'épuiser, à garder le sens et à continuer de garder une énergie qui me donne envie de me lever le matin. Ça m'est déjà arrivé de la perdre, cette énergie, de perdre le sens, de ne plus me retrouver en face de mes valeurs de soignante, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut aller toujours plus vite, où il y a de moins en moins de place à l'humain, et comment on arrive à être épanoui dans ces métiers qu'on a choisis. Ça, c'est une vraie question. Je crois qu'on a tous à s'interroger et c'est pour ça qu'on est heureux d'être là pour vous partager des expériences, mais aussi pour peut-être vous embarquer avec nous dans cette réflexion, de dire qu'on a tous quelque chose à apporter, une petite graine à planter sur la question de l'épanouissement. Donc les établissements doivent réfléchir, on doit tisser du lien tous ensemble, pouvoir dire, pouvoir agir, pouvoir se recréer, se réinventer dans sa pratique. Mais aussi, on doit prendre conscience que l'épanouissement, c'est aussi à chacun de nous d'être acteur de son propre épanouissement. On doit compter sur nos structures, on doit compter sur nos employeurs, nos managers, sur les environnements, mais on doit aussi pouvoir compter sur soi. Tout comme un patient doit être acteur de sa santé, on doit être chacun. Vous devez être acteur de votre épanouissement et ne pas attendre que ça vienne de l'autre finalement. De pouvoir dire ce qui compte pour vous, de partager vos expériences, parce que c'est dans cette dynamique d'échange qu'on trouve des ressources et l'envie de s'unir pour porter et faire bouger des lignes qui parfois sont essentielles à nos quotidiens. Voilà pour le message qu'on souhaitait tous les trois vous partager. Est-ce que vous aviez... On aimerait vous donner la parole en fait sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à partager peut-être?
Pas de questions, pas d'expérience à partager? Oui? Peut-être. Super. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Merci pour vos expériences à chacun. Une réflexion peut-être sur la question de l'épanouissement du soignant versus le patient. Est-ce qu'il ne faut pas déployer dans nos pratiques de professionnels des modèles de soins qui nous permettent de nous relier les soignants aux patients? Parce que ça, c'est une véritable quête de sens, du coup, sur nos pratiques. Merci pour la question. C'est un beau pont qui m'est offert pour parler justement de la dynamique du partenariat patient qui permet en fait aux patients et aux soignants de se relier et de se partager leur expérience, de prendre conscience que chacun a à apprendre de l'autre. Et donc c'est vraiment la dynamique qui est portée par le partenariat patient que j'essaye à mon niveau, dans mon établissement de santé à Lyon, de déployer à l'échelle institutionnelle pour qu'en fait, à chaque niveau de l'établissement, la place du patient, de la personne concernée, soit une possibilité de pouvoir travailler ces collaborations des personnes concernées avec les professionnels pour pouvoir enrichir un soin et proposer une offre de santé qui est plus juste et plus adaptée à tous ceux qui le vivent. J'ai la chance de vivre ça, d'avoir au travers de ce poste une expérience unique qui me permet de constater à quel point, en fait, c'est en se ralliant ensemble de différents points de vue et de différentes expériences qu'on peut construire des choses et se réadapter au plus juste pour tout le monde. J'ai pas de commentaires supplémentaires à faire sur cette question-là, mais j'aimerais bien savoir avoir votre avis en fait sur cette façon qu'on a là de présenter les choses. Parce qu'on parle de santé, est-ce que ça vous parle en fait la façon dont on aborde les choses en disant en fait ce qu'on doit viser c'est l'épanouissement, est-ce que ça a du sens aussi pour vous? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait réagir par rapport à ça? Non? Quelle heure il est là? Merci de nous laisser la parole. J'entends l'épanouissement, l'adhésion des infirmiers, infirmières soignants à des valeurs de soins, que quand on est bien traité, on est bien traitant. Évidemment, tout ça nous parle, je pense, tous. Mon interrogation, elle est plutôt dans le quotidien. On est d'accord qu'effectivement, on voudrait tous avoir des soignants épanouis et c'est l'idéal. Sauf que dans la réalité, on a les contraintes financières indéniables que subissent nos hôpitaux de tous bords, publics, privés en ce moment. On a les contraintes qui sont des bonnes contraintes, qui est contraintes qualité, certification, mais qui sont des contraintes intenses quand même de mise en place sur le terrain. Et puis on a un équilibre sûrement qui se modifie un peu dans les générations, des anciennes générations qui étaient extrêmement investies, extrêmement passionnées, aux nouvelles générations. Je ne juge pas, hein, elles ont sûrement raison de le vivre autrement, mais qui sont plus à la recherche d'un épanouissement à l'extérieur de l'hôpital et dans leurs activités personnelles que vraiment au travail. Donc voilà, on est d'accord qu'il faut tous qu'ils soient épanouis, mais finalement au quotidien, comment on fait ? Je pense que je vais laisser répondre, mais j'espère qu'on a pu faire entendre que c'est pas un « il faut être épanoui », parce que si c'était justement une obligation, on n'y retrouverait plus du sens. Mais c'est vraiment d'aller à cette quête de sens, et effectivement, on n'est pas là pour dire que tout est facile et que tout est beau et tout est rose, mais vraiment de se dire comment on peut se questionner tous ensemble pour avancer dans cette dynamique avec les moyens du bord, effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette question, en fait, parce qu'elle est vraiment très
très pratique, en fait, comme vous dites. Hein. Il y a la vraie vie, hein, donc ça peut être très joli de dire c'est ça qu'il faut, mais les contraintes sont les contraintes. Et donc comment on fait, en fait est-ce qu'on doit dire, bon, maintenant c'est foutu parce que il y a tellement de pression, il y a tellement de tension, puis en plus c'est un phénomène, en tout cas dans les hôpitaux, je pense que c'est pareil aussi en médecine libérale, qui est chronique, hein, c'est-à-dire que chaque année on nous dit qu'on est encore en déficit, qu'il faut encore faire des efforts, il faut supprimer des postes, etc. Donc on a vraiment l'impression qu'effectivement dans l'épanouissement, c'est bien joli, même la santé des professionnels c'est bien joli, mais bon. Mais en fait il faut peut-être le voir comme ce qu'on appelle une vision, c'est-à-dire quelque chose vers quoi on voudrait aller. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors, pas dit qu'on l'atteigne facilement, c'est pas dit qu'on puisse l'atteindre très rapidement non plus, mais au moins ça donne la direction. Et ça donne du sens aussi. Du coup. On n'est plus dans, bon, c'est un peu l'enfer, on travaille beaucoup, on n'a pas de reconnaissance, l'année suivante c'est pire encore que l'année d'avant. Vous voyez ce que je veux dire, un peu toute cette tendance en fait, un peu négative. C'est quand même d'afficher que ce qu'on voudrait, ou vers où on voudrait aller, c'est des soignants qui se sentent super bien. Et ça peut comprendre des plus jeunes, effectivement, qui ont tout à fait le droit d'avoir des modèles d'épanouissement qui ne sont pas que professionnels. Je pense que ça, c'est vraiment très important aussi de l'accepter. Moi, j'ai des collègues chefs de service qui ne le comprennent pas. Par exemple, qui vont dire, nous on ne calculait pas notre temps. Oui, mais le monde a changé. Et le monde a changé. Donc maintenant, il y a des gens qui calculent un peu plus leur temps. Il y a des gens qui ont plus de priorité sur le privé. Et ça, il faut l'entendre. Et ça fait partie de l'épanouissement pour moi. C'est quelqu'un qui arrive à concilier vie professionnelle et vie privée. Mais en tout cas, dans sa vie professionnelle, il est vraiment satisfait, passionné. Il n'a pas envie de changer. Il a encore moins envie de changer parce que justement, on lui aménage aussi du temps libre pour sa vie professionnelle. Et aussi, son travail lui apporte des habiletés, des capacités pour avoir une vie professionnelle qui soit épanouie aussi. Et une vie privée qui soit épanouie, pardon. Donc, vous voyez, c'est pas simple, effectivement, comme vous le soulevez très très bien, compte tenu du contexte budgétaire. Mais si on peut positionner ça comme quelque chose à atteindre, vers quoi il faudrait aller, ce serait déjà pas mal. J'aimerais faire un parallèle parce que ça me parle beaucoup. Quand je me place en tant que patiente, c'est un peu ça. Je me sens découragée parfois de me dire qu'il faudra tant d'heures de rééducation, comment je vais m'organiser. Et en fait, j'aime bien faire ce parallèle entre mon épuisement parfois de soignante, parce que c'est un combat de longue haleine, de longue durée dans le temps, à ce que je vis en tant que soignante. Et je me dis que si je pars perdue d'avance, ce sera perdu. Et j'aime bien l'idée de le mettre comme un objectif, pas forcément à atteindre, mais comme un gouvernail, de me dire c'est par là que je dois aller pour être bien. Et dans mon métier de soignante, j'essaye de me dire que oui, effectivement, il y a plein de choses qui dysfonctionnent. La santé est bien souvent malade, nos établissements, on a besoin de s'en occuper, mais il y a quand même une dynamique qui me fait penser que c'est dans ce sens-là qu'on doit aller tous ensemble. Moi, je vous remercie pour cette question. On ne travaille pas, ou en tout cas, je ne travaille pas à l'hôpital, mais dans le cadre de nos missions à l'ANACT, on met un petit peu les pieds. Et c'est des questions qui nous sont, ou des remarques qui nous sont posées tout de suite quand on va intervenir, quand on va accompagner les établissements. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler d'épanouissement, bon, les indicateurs en termes de conditions de travail ne sont pas, on va pas dire, sont pas très rayonnants pour votre secteur. Mais quand même, nous, on sait qu'en ce moment, on travaille beaucoup sur le déploiement ou les tests
d'espaces de discussion sur le travail, notamment à l'hôpital public. Et la question qui nous est posée souvent, c'est OK, mais on a déjà plein de temps, des réunions qui existent, même dans les référentiels, les certifications, vous avez tout un tas de réunions, d'espaces obligatoires, donc l'idée ou réglementaire. Donc l'idée, c'est de venir les questionner avec les équipes pour dire comment on pourrait faire pour investir ces espaces-là, pour justement donner cette capacité d'agir, pouvoir parler du travail, pouvoir parler du travail bien fait, qu'est-ce qui est pour nous bon. Et en fait, il y a la question de contraintes. Vous avez évoqué toute une liste de contraintes actuelles, notamment à l'hôpital public. On parle toujours de cet équilibre ressources-contraintes. Et c'est vrai que quand les contraintes elles sont beaucoup plus importantes et qu'elles durent dans le temps, c'est là où l'équilibre devient un peu fragile et qu'on commence à avoir des problèmes de santé, de qualité, de service pour vous. Bon. Mais on pense que déjà le fait d'identifier ce qu'on peut faire dans son propre périmètre d'action dans l'établissement, le fait déjà d'être en mouvement, de démarrer un petit peu cet agir, fabrique un peu de la santé. Après, voilà, on est conscient de toutes ces contraintes aujourd'hui. Et après, peut-être rajouter quelque chose que nous, on observe, qu'on éprouve aussi lors des interventions, c'est on a beaucoup parlé de collectif. Et c'est vrai que nous, on sent que peut-être il y a une détérioration des coopérations au travail, des temps collectifs, de cette possibilité de faire ensemble, d'agir commun. On a ces problématiques, vous parliez du clivage un peu générationnel. Nous, on entend ces questions sur les statuts, sur les permanents et les contractuels, avec les intérimaires. Comment faire équipe, comment créer ces coopérations, comment créer cet esprit d'entraide quand je sais que mes collègues peut-être ne vont pas être là 3 semaines après. Donc c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on observe et ce qu'on encourage aussi, c'est d'intégrer cette population, si on peut dire ça comme ça, au travail aussi, ou aux travaux qu'on peut faire en interne, ou en tout cas éviter ces clivages. Et après, on ne l'a pas évoqué, on s'était dit en amont de ce temps avec vous, qu'on parlerait de l'importance aussi du management ou du rôle clé du management, pas management comme approche populationnelle ou les managers, mais d'activité managériale de l'ensemble de l'établissement, donc à toutes les échelles, la gouvernance, de l'encadrement intermédiaire, des pôles, l'encadrement de pôles, pour justement soutenir une organisation qui favorise, comme Christian l'a dit, cette possibilité d'expression et d'action. Voilà. Pour le micro. Merci. Voilà, moi j'avais une question. Moi je suis infirmière depuis 35 ans. Et moi je me demande si l'épanouissement il est pas compatible, s'il est compatible avec le choix de notre métier de soignant en second plan. Est-ce que vous comprenez ma question? Non. C'est pas second plan. En second plan dans le sens où moi je pense, après mon expérience professionnelle, qu'on n'arrive pas dans ce métier-là par hasard. Alors on peut se découvrir empathique envers le patient, tout ça, mais je pense que la plupart
des soignants qui ont l'épanouissement quand vous parlez, c'est-à-dire de la joie de se réveiller, d'aller au travail. Et enfin, moi je l'ai moins quand je me réveille. C'est après quand je mets la tenue, je l'ai toujours, heureusement. Mais moi je pense j'aurais envie de dire que dans la sélection de nos futurs professionnels, je pense qu'il serait important de vraiment qu'elle soit plus pertinente, je veux dire. Parce que l'épanouissement, quand vous dites ce mot-là, c'est vraiment important, quoi. Moi, j'ai la chance, au bout de 35 ans, de toujours aimer ce que je fais, de toujours aimer le patient et de soigner les gens comme je soignerais mes amis, ma famille, quoi. Et c'est ce que je dis aux élèves. Le jour où tu peux plus faire ça, faut changer. Mais franchement, je pense que le choix, c'est au départ, quoi. Pour moi, hein. Alors, j'essaye de retraduire ce que j'ai compris. Vous m'arrêtez tout de suite si je fais fausse route. Je suis bien d'accord avec vous. Je me souviens de mon premier jour en formation à l'IFSI de l'école infirmière où on m'a dit « Regarde bien ton voisin parce qu'on va perdre la moitié de la promo en cours de route ». Effectivement, il ne s'était pas trop trompé. Je pense que si on veut pouvoir tenir dans le temps, le fameux temps, il faut avoir le sens bien accroché. En tout cas, pour moi, c'est un des moteurs qui me permet d'exercer encore aujourd'hui. Effectivement, ça se questionne au départ. Quand j'interviens dans l'enseignement, c'est souvent la question, et c'est souvent ce que j'aime comprendre de l'autre en face. Pourquoi tu as choisi d'être là? Qu'est-ce qui fait que tu es là? Hier ou avant-hier, j'étais à la faculté de médecine et je me suis retrouvée en face d'un étudiant qui m'a dit « Je suis là parce qu'on m'a pas voulu ailleurs ». Alors ça m'a fait sourire parce que je me suis dit « Mince, ah bon, c'est par dépit ». Et puis à la fin, il est venu me voir en me disant que ces rencontres, ce qu'il avait entendu dans cette journée, c'était en train de le transformer petit à petit. Donc je pense que c'est au départ, mais que c'est aussi avec la rencontre de l'autre et ce qu'on peut vivre dans le soin, qu'on se renouvelle à chaque fois dans sa question de sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Je pense que c'est au départ, effectivement, que c'est très important et que je pense que le sens qui me porte aujourd'hui, ce n'est pas le même que ce qui m'a fait arriver dans mon métier. Que le sens, il est à re-questionner tout au long de sa carrière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être rebondir sur cette question et sur la question du sens. Donc, c'était un peu, ça m'a fait à vous entendre, je me suis dit, est-ce qu'on est soignant ou est-ce qu'on le devient? Ça me faisait un peu penser à ça. Et en fait, quand on parle de sens, c'est vrai que depuis un certain temps, on parle beaucoup de sens du travail, de sens au travail. Et en fait, ce qu'on peut aussi, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de théories, mais nous, on aime bien, c'est beaucoup, je cite plein de gens aujourd'hui, mais c'est des gens qui m'inspirent. C'est Dominique L'Huillier qui dit, en fait, il y a la question du sens du travail. Donc, ça dépend des trajectoires professionnelles, des histoires de vie de chacun. Donc, il y a une notion de chronologique des trajectoires. Et après, il y a la question de sens au travail. Et c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait sens pour moi au quotidien? Donc, c'est la question aussi de l'activité, des actes que vous faites, plus que la question plus macro. Mais on dit aussi que le sens, nous on peut entendre des fois, notamment pour les démarches d'attractivité, fidélisation, parce qu'on a du mal à trouver des soignants, donc on va donner du sens. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on fabrique du sens collectivement. C'est une question de collectif aussi. Des fois, ça dépend des spécialités qui vont construire des règles de métier, des règles de vie ensemble, et du coup, un sens différent.
mais que c'est plutôt émanant en fait, ça se construit petit à petit. Donc peut-être ces nouveaux professionnels qui arrivent dans le secteur, ils vont trouver des sources de sens à puiser avec les collègues ou par l'activité, ou je ne sais pas, mais je me dis que peut-être le sens il change au travail et ça se construit collectivement. En tout cas, c'est ce que nous on porte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions éventuellement. Sinon, moi je... Oui. Ah. Bonjour, merci à tous les trois pour vos témoignages. Moi, je suis consultante RH et du coup, je vais aussi dans cette direction-là avec les personnes que j'accompagne. Je trouve que la notion de symétrie des attentions telle que vous le présentiez, alors réunie dans une seule et même personne dans votre témoignage, et c'est super fort effectivement de se vivre côté soignant et soigné. L'idée de la destination de l'épanouissement est effectivement, je pense que quelque chose que tous les professionnels de santé et les responsables d'établissements ont à cœur. Mais maintenant, la question, c'est quoi le premier petit pas? Parce que vous avez plein d'idées, plein d'initiatives, mais pour un responsable d'établissement ou un responsable RH qui voudrait commencer à marcher dans cette direction, avoir cette destination de l'épanouissement des salariés et des soignants, quel est le premier petit pas que vous recommandiez ou que vous avez vu faire, que vous pourrez témoigner? Alors, merci beaucoup pour cette question, parce qu'elle me permet d'aller directement de faire la remarque que je voulais pour terminer ce débat. En fait, je peux vous donner l'expérience qu'on a eue à Nice. En fait, à Nice, on a réuni des agents pour une question qui n'avait rien à voir avec la qualité de vie, ni l'épanouissement, ni quoi que ce soit. C'était pour un autre problème de changement d'établissement, enfin des agents qui ne se sentaient pas bien, donc qui déclaraient des symptômes, etc. Et j'avais demandé qu'il n'y ait pas de médecin et qu'il n'y ait pas de directeur dans le groupe que j'ai réuni. Et j'avais vraiment que des professionnels, infirmiers, brancardiers, enfin, régulateurs du SAMU, etc. Et en fait, on a fait un groupe de parole. En fait. Vous pouvez exprimer ce que vous voulez. Donc, au début, ils ont exprimé un mal-être général en fait, sur leur vie à l'hôpital, en fait, en disant que avant ils étaient fiers, maintenant ils avaient honte, par exemple. Ils se sentaient abandonnés, vous voyez, des choses comme ça. Et puis, on a fait 2 réunions comme ça où ils ont listé pas mal de trucs qui n'allaient pas. Puis après, je leur ai proposé, est-ce qu'on continue à lister tout ce qui ne va pas ou est-ce qu'on fait des propositions pour améliorer les choses? Alors ils ont dit, on va faire la deuxième solution. Donc du coup, c'est devenu le groupe promotion de la santé, les professionnels de santé. Et donc, ils ont proposé des actions. C'est ça, vous voyez le côté émergent. Ils ont eu la parole, ils ont dit, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça. Alors, on a essayé de le faire. Et puis, on pourrait faire ça aussi, etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup d'actions. Et ce qui a caractérisé ces actions, c'était que c'était des actions qui étaient faites par des agents, pour des agents. Donc, pas de budget spécifique, si vous voulez. C'est juste les capacités propres du personnel, en fait. Voilà. Et c'est là que ça devient intéressant, cette notion d'épanouissement, c'est que, par exemple, il y a des gens qui ont des compétences qui sont totalement méconnues. Nous, on a eu des soignants qui sont experts en sophrologie, par exemple. Mais ça, ils l'ont fait dans le privé. Ils n'exercent pas la sophrologie au CHU. Ils se sont passionnés pour ça, ils ont fait des formations. Éventuellement, ils donnent des séances de sophro à des amis, etc. Et bien là, ils ont dit, moi, je peux faire des séances de sophro pour mes collègues. Des masseurs kinésithérapeutes qui ont dit, moi, je vois mes collègues qui portent lourd, entre guillemets. Je pense que si on leur faisait un peu des massages, ça leur ferait du bien. Ils ont proposé de le faire, ils l'ont fait. Et c'était formidable, quoi. Et donc là, ça, vous voyez, c'est pas 5 personnes ici ou 5 personnes là. Ça a été un mouvement vraiment important, quoi. Et je vous en donne que 2 là, exemples, parce que demain je fais une intervention, j'en donnerai plus si vous voulez savoir, vous venez demain. Et voilà, c'est donc donner la parole aux agents, c'est ça en fait. Parce que les gens savent ce qu'il faut. Enfin, voilà, les gens, ils ont des idées et ils ont des très bonnes idées.
Et ce qu'il faut, c'est leur donner la parole et dire, moi je sais comment on peut améliorer ça, comment on peut résoudre ce problème-là. Et je sais que si j'avais telle compétence ou sur telle formation, alors je serais à même d'aller encore plus loin dans ce que je fais. Et je pense qu'il y a un des éléments de réponse, ce que vous disiez, c'est ça. Commençons par donner la parole aux soignants dans un système qui ne fonctionne pas comme ça, on est bien d'accord. Hein. Le système, il est pyramidal, donc normalement la base n'a pas à s'exprimer, elle a à obéir. Là, il faut inverser la pyramide, donner la parole aux gens et essayer après d'aider à mettre en œuvre les choses. Alors ça ne résout pas tout, hein, mais c'est un bon point de départ, je pense. On arrive à la fin de cette première conférence. Je vous remercie. Je crois que si j'avais un mot de la fin, je crois que qui qu'on soit patient, qu'on soit soignant, et peu importe sa fonction, je crois qu'on passe tous beaucoup de temps à réfléchir comment on peut faire mieux, comment on peut être mieux. Et c'est l'idée de pouvoir exprimer ces réflexions, peu importe à qui, pour peut-être planter une graine qui en fera une réalité de demain. Et donc, voilà, c'est une invitation à être créatif et à penser collectivement, à rassembler nos réflexions pour pouvoir être plus épanouis tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous.